Bon, je vais commencer par présenter très brièvement les deux intervenants. Puis, je vais passer la parole à Pascal Nedelec. Et puis, je pense qu'on enchaînera directement avec l'intervention de Franck Poupeau. Peut-être on peut laisser 2 minutes après votre intervention, au cas où il y a des questions très précises sur des points très très précis. Et sinon, on passe directement à la deuxième intervention et on engage les débats à la fin. Je commence par une petite présentation. Donc, Pascal Nedelec, elle est géographe, les spécialistes de villes états-uniennes dans une perspective qui va croiser géographie sociale et géographie culturelle. Donc, elle a notamment étudié dans sa thèse l'urbanité, la citadinité à Las Vegas, et elle nous a apporté les livres que, si je comprends bien, c'est issu de la thèse. Et elle est rattachée au laboratoire CREDA et co-anime les réseaux d'études urbaines nord-américaines. Après avoir enseigné à l'Université Lyon et à l'ENS de Paris, elle est désormais enseignante dans l'Académie de Paris. Et outre que son travail sur Las Vegas, elle a publié un article qui va faire l'objet de sa présentation sur l'étalement urbain aux États-Unis. Et justement, on va essayer de partir, de recentrer la question de l'urbanité sur la question de l'étalement urbain. Et puis, on a avec nous Franck Poupeau, qui est directeur de recherche au CNRS et aussi membre du CREDA. Et entre 2012 et 2017, il a été directeur de l'unité internationale de recherche IGLOBS, donc Interdisciplinary and Global Environmental Studies, qui est basée à l'Université d'Arizona. Sa recherche porte sur les inégalités urbaines et les politiques de l'eau en Amérique du Sud et aux États-Unis. Donc il a publié de nombreux articles, ouvrages, justement sur la question de politique de l'eau et il vient de publier, il y a 2 ans, un livre sur le Water Regimes Beyond the Public and Private Sector Debate. Et actuellement, il coordonne, si je ne me trompe pas, un projet collectif de recherche sur les politiques de l'eau dans l'ouest des États-Unis. Peut-être je finis pour une petite présentation de moi-même, juste pour vous dire, je suis maîtresse de conférences à l'EHESS. Je viens d'être recrutée cette année et je suis membre du laboratoire Géographicité. En fait, après une thèse sur la décroissance urbaine qui croisait des cas états-uniens et des cas européens, maintenant j'envisage un nouveau projet de recherche qui porte sur les capitales nationales à l'heure de la métropolisation et quel est le rôle justement des capitales nationales, et notamment je vais travailler sur des capitales de l'Amérique latine et aussi sur Washington aux États-Unis. Donc, je pense qu'on peut commencer la séance avec Pascal. Et on enchaîne. Alors, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci à l'IDEA pour cette invitation et puis pour avoir l'occasion de rencontrer en personne Franck Poupeau, puisqu'on s'est un peu croisés à Tucson dans le centre de recherche de l'OMI. Peut-être tu auras l'occasion d'en parler plus en détail. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens et comment j'en suis arrivée à réfléchir sur l'urbanité, la citadinité, l'étalement urbain. Moi, j'ai commencé à faire une thèse sur Las Vegas, donc si jamais ça vous intéresse, auto-promo. J'ai travaillé sur Las Vegas et ce qui m'intéressait, c'était pas les quartiers touristiques, mais c'était les habitants. Donc, quelles étaient les relations entre les habitants, donc les 2 millions de personnes qui vivent dans l'aire urbaine de Las Vegas,
qui peuvent travailler dans le secteur touristique, mais qui ne sont pas forcément directement impliqués. Et pour travailler cet angle-là, alors que je suis géographe de formation, j'ai voulu m'approprier les notions d'urbanité et de citadinité. Alors j'explique tout de suite que ce sont des notions qui ne sont pas uniformément ni appropriées ni définies par la communauté géographique, et que c'est aussi des notions, l'urbanité, qu'on va trouver dans beaucoup d'ouvrages de sociologues, de politistes, qu'on trouve parfois dans certaines presses, même un peu plus grand public, mais qui ont des définitions souvent un petit peu floues. Et un des axes forts de mon travail, enfin, j'espère, c'est d'avoir essayé de poser un peu plus clairement ces mots pour essayer vraiment de les définir l'un par rapport à l'autre, urbanité et citadinité. Pour moi, ces deux notions sont vraiment un couple notionnel qui ne fonctionne pas l'une sans l'autre. Alors pour le dire de façon très rapide, hein, très synthétique, mais éventuellement on pourra creuser si vous le souhaitez. Pour moi, l'urbanité, c'est la dimension matérielle de la ville, donc ça va être son organisation physique, dans l'espace, l'organisation des différents espaces bâtis, le rapport avec la rue, la spécialisation économique de certains quartiers, les caractéristiques architecturales, des choses vraiment, l'environnement physique bâti, matériel, concret. Alors que la citadinité, c'est pour moi le rapport sensible des populations à leur environnement. Un environnement spécifiquement urbain, puisque citadinité vient du mot citadin. Et donc quand je réfléchis à la citadinité, j'essaye de comprendre en quoi l'espace bâti va influencer la construction symbolique, la construction même identitaire des populations. Et donc je trouve que ces deux notions sont très riches, mais aussi difficiles d'un point de vue méthodologique, parce que ça demande d'aborder beaucoup d'éléments qui vont se croiser en termes de pratiques quotidiennes, en termes de représentation et d'imaginaire, en termes aussi de spécificité culturelle. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que ce sont des notions qui peuvent ensuite s'appliquer à toutes les aires géographiques, mais à chaque fois en mettant en évidence les invariants urbains, ce qu'on va retrouver partout, et les spécificités culturelles. Donc pour ça, la conversation entre Amérique du Nord et Amérique du Sud est particulièrement intéressante. À partir de ce moment-là, je suis allée sur le terrain, j'ai travaillé à Las Vegas, et comme de nombreuses villes états-uniennes, et j'ai habité dans d'autres villes aux États-Unis, à la fois l'urbanité et la citadinité, donc la dimension physique, matérielle et le rapport sensible, sont majoritairement influencés aux États-Unis par ce qu'on va appeler le périurbain. Alors là encore, en tant que géographe, j'ai à cœur de définir clairement ce qu'on entend par périurbain. Périurbain, c'est ce qu'il y a en périphérie de la ville-centre. Et donc, c'est ce qu'on pourrait définir de façon très simple et très insatisfaisante d'un point de vue de la rigueur théorique par la banlieue. Voilà. Et donc aux États-Unis, la suburbs. Et avec ça, on a tout un ensemble d'imaginaires très connotés qui peuvent être aussi beaucoup dans le jugement, notamment de la part d'un chercheur francophone, français, européen, qui vient regarder comment on fait la ville aux États-Unis. Donc la suburb, c'est la grosse voiture, c'est le 4x4, c'est l'absence de cohésion sociale, c'est l'individualisme, voire l'égoïsme, c'est le coût environnemental, c'est la destruction du lien social, c'est la fin de la ville, c'est l'abomination totale. Ça, c'est une version. Ou alors, c'est l'incarnation du rêve américain, the American way of life. C'est la petite maison avec le white picket fence, c'est le front yard, c'est le fait de jouer avec ses enfants au ballon, d'avoir un panier de basket, d'avoir une vie de quartier. C'est la partie sympathique de Desperate Housewives, sans les meurtres, les mensonges et l'adultère. Et c'est une incarnation, et alors là, ça emprunte beaucoup à la sociologie, une incarnation de la communauté, du sense of community, qui est un mot très important pour comprendre ce qu'on entend derrière la citadinité aux États-Unis. Le sentiment qu'on peut aller voir son voisin, lui demander un paquet de sucre, et il va vous aider, ou il va garder votre chien, etc. Donc ça, moi j'avais ces représentations et cette conception théorique de à quoi ça ressemble l'urbanité, la citadinité aux États-Unis, et je suis arrivée à Las Vegas. Et là j'ai été confrontée à un problème parce que les catégories d'analyse ne correspondaient pas à l'organisation spécifique de la géographie de Las Vegas. Ça, je ne rentrerai pas là-dedans maintenant. Et je me suis rendu compte que Las Vegas, pour beaucoup d'auteurs, aussi bien des chercheurs états-uniens que de la presse grand public états-unienne et que beaucoup de gens en France,
Las Vegas était l'incarnation de la suburbs dans tout ce qu'elle avait de pire, c'est-à-dire la surconsommation d'espace, l'étalement urbain, mais au sens de vraiment une pieuvre qui viendrait détruire l'environnement naturel, ce qui est d'autant plus fort parce que Las Vegas, pour ceux qui ne situaient pas particulièrement bien, on est dans l'ouest américain, dans le sud-ouest américain, dans le désert de Mojave, avec un environnement très hostile, mais aussi très fragile. Et donc, qui n'a aucune capacité c'est un milieu, mais qui a une difficulté de résistance par rapport à l'extension de l'urbanisation. Et donc, j'étais confrontée à ces propos très durs sur Las Vegas, c'est cette dimension de la suburbs, urban sprawl, l'étalement urbain le pire. Et quand moi j'ai essayé de regarder un peu dans le détail les chiffres, la statistique, quantitativement, ce que ça donnait, je me suis dit, mais j'ai un problème. C'est une ville qui a grandi très rapidement, qui a grandi en termes de population. On a une ville et une aire urbaine qui sont passées de 1 million d'habitants à pratiquement 2 millions d'habitants en 30 ans. Et donc, moi, j'avais plutôt tendance dans mes présentations à parler de croissance urbaine. On a une ville qui grandit parce qu'il y a des habitants qui augmentent massivement. Or, tout ce que je lisais me parlait d'étalement urbain. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette situation un peu inconfortable où j'avais un mot qui incarnait plus un jugement de valeur par rapport à une situation urbaine et une réalité matérielle du point de vue de la chercheuse qui ne correspondait pas. Et donc tout ça m'a amené à notamment consacrer une partie de ma thèse qui a fait l'objet de l'article que je vous envoyais pour cette séance. Tout ça m'a amené à me dire, mais en fait, quelle est la différence entre croissance urbaine et étalement urbain ? Si croissance urbaine, c'est forcément de l'étalement urbain, comment on gère cette charge négative, émotionnelle, ce jugement de valeur qui est contenu dans ce mot? Comment je présente une situation d'un point de vue objectif en me disant c'est une ville qui a gagné, qui a doublé sa population en 30 ans? Et donc, plus largement, comment est-ce que je justifie la plus-value théorique, la plus-value heuristique d'étalement urbain par rapport à croissance urbaine? Et c'est un petit peu en travaillant, en étant insatisfaite sur les mots que j'ai été conduite à poser cet article. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière cette réalité urbaine incontestable aux États-Unis, qui est que ce sont les espaces périurbains qui gagnent le plus d'habitants, et les derniers chiffres accessibles, selon le recensement de 2010, 51% de la population états-unienne totale vit dans le périurbain. Donc 51% vit en dehors des villes-centres. Pas 51% de la population urbaine, 51% de la population totale. Donc l'essentiel du rapport à la ville, de la citadinité et de l'organisation physique des villes, l'urbanité, ça relève du périurbain. Mais quand on parle d'étalement urbain, on vient rajouter une dimension supplémentaire. Ce qui m'a conduite à identifier en fait deux approches différentes dans un même mot, selon les auteurs et selon les sources. Derrière étalement urbain, il y a à la fois une approche qualitative sur le type d'urbanisation dans des espaces périurbains qu'on va observer, avec des faibles densités, avec une dilution des centralités traditionnelles, avec un rapport à l'espace beaucoup plus distendu, qu'on peut trouver dans de nombreuses villes états-uniennes, et un jugement de valeur sur des attitudes négatives. Pour moi, ça, c'est la vraie définition de l'étalement urbain. C'est une dilution, une distanciation, une urbanisation avec des superficies de plus en plus, avec de plus en plus de mitage. Alors que la croissance urbaine, c'est quand vous avez une extension de la population qui est suivie d'une extension du bâti. Et pour pouvoir clairement poser ces deux mots, moi je propose et je milite pour réserver l'expression croissance urbaine à une croissance de la population supérieure à la croissance des superficies bâties. Et l'étalement urbain serait une croissance des superficies bâties supérieure à celle de la croissance urbaine.
et à l'intérieur de cette définition, différencier la mesure statistique et un rapport qualitatif, et c'est pour ça que l'étalement urbain m'a paru intéressant dans le cadre de ma thèse, puisqu'il permettait de faire la jonction entre l'urbanité, l'organisation matérielle et objective de la ville, et le rapport à l'espace, l'appropriation symbolique qu'en est faite par les habitants aux États-Unis. Cette conclusion, je l'ai menée principalement à partir de Las Vegas, mais elle s'applique dans tous les cas des villes nord-américaines. Comme je n'ai aucune expérience de l'Amérique latine, je ne sais pas si ça va faire écho avec les propos de Franck. Pour finir, dans ma tête, c'est clair, et dans mes écrits, c'est clair que l'étalement et la croissance urbaine, ce sont des choses différentes, que l'urbanité et la citadinité, ce sont des choses différentes. Pour autant, je ne pense pas avoir réussi à transformer radicalement l'utilisation de ces termes dans l'ensemble du langage courant, ni même scientifique. Je n'ai pas cette prétention-là. Ce qui fait qu'il faut toujours faire attention à, quand vous parlez à un interlocuteur, qu'est-ce qu'il met derrière ces mots. Et même si j'ai essayé humblement d'un peu plus stabiliser la valeur de ces deux notions, on a affaire à des termes qui sont très flottants, qui sont très ambigus et qui sont d'autant plus flottants qu'ils sont appropriés par le grand public. Et il n'y a qu'à voir, je ne me lancerai pas du tout dans l'analyse de cet événement, mais il n'y a qu'à voir le nombre de publications qui ont eu lieu sur les dérives de l'étalement urbain avec les gilets jaunes pour voir qu'on met derrière tout ce mélange de réalités matérielles, quantitatives, de statistiques, la croissance urbaine, la croissance des superficies bâties et des représentations symboliques de ce que devrait être la ville, de la bonne urbanité, de la bonne citadinité par rapport à une norme sociale qui n'est jamais posée comme telle. Et ça, c'est une des choses, et ça m'a ramené à Las Vegas, c'est une des choses qui m'a beaucoup surprise et impressionnée, travaillant sur ces définitions de notions très simples, mais très subtiles. Ce qu'on m'opposait comme fin de non-recevoir en disant vous pouvez pas travailler sur ces notions-là à partir de Las Vegas, c'est parce que Las Vegas c'est pas une vraie ville, ça ne correspond pas à ces normes intériorisées mais non explicitées qui nous permettent de trancher entre ça c'est de l'étalement, ça c'est de la croissance, ça c'est une bonne ville, ça c'est une bonne urbanité. Voilà. J'ai tenu à peu près. Est-ce qu'il y a des questions précises, de points à préciser? Je pense que ça a été très clair. À moi. Bon, écoutez, merci pour l'invitation. Juste deux mots aussi de présentation. Par rapport aux publications récentes, voilà, il y avait des travaux sur les Andes dans le cadre de l'IFEA, j'y reviendrai. À venir, un livre sur une agglomération de Bolivie, à savoir l'ensemble de La Paz et El Alto. Et entre-temps, effectivement, un séjour aux États-Unis, avec quelques livres, dont le dernier qui est en libre accès, puisque c'est le produit du INR. Le prochain qui sera effectivement sur le champ des politiques hydriques, qui va apparaître chez Routledge bientôt. Et voilà, pour le programme éditorial. Avant l'UMI de Tucson, j'étais au CNRS à Paris, et avant encore au pensionnaire à l'IFEA en Bolivie, dans l'antenne de La Paz, sous la direction notamment de Georges Lomné, qui est au fond ici. Et voilà. Et avant, j'avais eu la chance de travailler beaucoup avec des géographes, par ailleurs, notamment sur les inégalités urbaines en France, avec quelqu'un de géographicité aussi, Jean-Christophe François, voilà, qui m'a permis de forger des outils d'appréhension statistique des inégalités urbaines. Alors, en fait, je vais ici essayer de faire un retour sur une petite expérience de recherche, justement, à partir de cette arrivée en Bolivie, où je ne connaissais pas grand-chose, je n'avais pas fait ma thèse sur l'Amérique latine. C'était à la suite des conflits environnementaux sur l'Altiplano et Cochabamba et El Alto. Et bon, la découverte d'une sorte d'univers à la fois très différent et en même temps parfois un peu moins différent que l'univers américain dans pas mal de formes de relations sociales, paradoxalement.
Voilà, donc ce que je voudrais essayer, c'est de retracer peut-être ce qui a constitué le point de départ de tout ce que j'ai fait par la suite, qui est un petit détail, un petit détail au croisement des analyses statistiques et de l'ethnographie, qui m'a permis de comprendre les choses un petit peu autrement, j'allais dire, sur La Paz et El Alto. Alors, imaginez, vous êtes arrivé à La Paz en 2006, sans beaucoup d'expérience de la chose, et bon, Evo Morales est arrivé au pouvoir. J'avais suivi depuis quelques années, mais de façon sporadique, j'allais dire, les conflits, la guerre de l'eau, qui m'avait vraiment orienté vers d'autres types de recherche, non plus les inégalités en France, mais vraiment les inégalités dans les villes d'Amérique du Sud. Et mon projet d'IFEA portait là-dessus. Et voilà, El Alto, c'était à l'époque la ville Aymara, la ville rebelle, la ville qui, soi-disant, était le produit des migrations rurales et qui, pour le coup, connaissait une forme à la fois de croissance urbaine, si je reprends vos définitions, de croissance urbaine assez exceptionnelle, j'y reviendrai, et de façon physique, observable, un étalement, je montrerai des photos tout à l'heure, un étalement urbain très fort. Alors, il y avait une sorte d'imbrication que je n'ai pas pigé tout de suite entre la dimension migration rurale et ville Aymara. Et donc, si l'Alto avait résisté aux politiques néolibérales, c'était parce que c'était ces Indiens qui importaient dans l'espace urbain leur structure de mobilisation et leur rébellion, j'allais dire, quasiment naturelle, et y compris dans les gens il y a une sorte d'essentialisation à l'envers des populations dites originaires dans l'espace d'El Alto. Voilà, alors que tout mon travail, je pense, par la suite, consistera à déconstruire cette vision finalement néocoloniale à l'envers, je pense. Alors, voilà, c'est le contexte, un contexte de recherche aussi pas facile, puisque l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, à la fois crée des grosses attentes, une sorte d'inversion symbolique, de réhabilitation des peuples originaires qui évidemment était nécessaire, et en même temps une polarisation du champ intellectuel, une déstructuration par ailleurs du champ intellectuel, et donc des conditions de travail pas toujours très faciles, puisque parfois aussi, pour renforcer ces formes d'essentialisme, pour comprendre ce qui se passait en nuestro país, comme ils disent, il fallait être de là-bas, quoi. Voilà, donc compliqué pour un étranger d'être sur place et de travailler. Alors, du coup, je vais essayer d'aller assez vite sur comprendre justement qu'est-ce que c'est que cette ville d'El Alto accrochée à La Paz, pour essayer d'arriver rapidement au petit point de détail qui a été un peu déclencheur pour moi. Et je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller vers la conclusion, par ailleurs, avec le temps qui me reste, mais bon, je vais. Alors, bon, vous voyez, ça c'est l'espace de La Paz qui est pris justement depuis El Alto, la ville de La Paz dominée par l'Illimani, avec des formes d'étalement dans tous les espaces disponibles, vu la géographie, et El Alto, elle, qui est une ville complètement différente, beaucoup moins dense, qui s'organise autour d'une ligne de crête. Je ne sais pas si j'ai mis l'image qui correspond à ça, mais voilà, d'une forme d'étalement très forte, puisque c'est sûr, la photo précédente, c'est vraiment la vallée en dessous, il y a la ligne de crête, et au-dessus, c'est l'Alto qui s'étend sur toute la partie ouest et sud de la ville. J'aurais dû mettre une carte, mais bon, j'ai pas pensé. Et donc, plus on s'éloigne du centre névralgique de l'Alto que je vous montrais tout à l'heure un peu plus précisément, plus on a des formes d'habitat disparates, un peu moins denses, et qui se remplissent petit à petit. Avec voilà, le point névralgique qu'on appelle la Serra, c'est le carrefour d'échange qui, avec l'autopista qui descend sur La Paz, et un encombrement urbain terrible, voilà, qui a fait la réputation, qui est un peu en train d'être désengorgé aujourd'hui avec le téléphérique, mais bon, c'est encore le domaine des minibus, voilà. Alors, El Alto, bon, pour comprendre la façon dont tout ça se structure, il faut voir, voilà, El Alto, c'est une sorte de ville qui va se greffer sur La Paz, qui est la ville qui est dans la vallée. Et La Paz, cette ville dans la vallée, c'est la ville coloniale classique, où on trouve ça un peu partout, qui est centrée autour de la place, avec l'organisation en carré, et autour du Rio Chuqueyapu au milieu. Et tout ça, ça va s'urbaniser au fil du temps. Il y a pas mal de choses déjà qui sont écrites. Voilà, je passe rapidement. C'est une ville qui va se développer aussi, alors qui est née de la volonté d'avoir un point intermédiaire entre le Pérou et la Plata et l'Argentine, et qui va se développer aussi en fonction des moyens de communication. Donc il y a un train qui relie à l'époque La Paz à Oruro, et qui remonte, qui traverse l'altiplano, et donc les premières installations autour de l'Alto, c'est des haciendas
et petit à petit se créent des entreprises de transport. Il y a le train, il y a un aéroport qui trône encore au centre de la ville, on le verra un peu plus tard, qui à l'époque, ça c'est une photo des années 40, qui était un peu au milieu de rien. Et petit à petit, les haciendas se déstructurent et ça donne des implantations progressives à partir des années, on va dire, 50. Et voilà, je vous donne un ou deux chiffres assez révélateurs. 11 000 habitants en 1940, 900 000 habitants en 2010 et même plus d'1 million en 2012 sur l'agglomération d'El Alto. Donc, et pareil, alors, La Paz était, elle, au moment du référendum, je crois, en 2001, La Paz était déjà 600, 700 000, El Alto un peu moins. Et ensuite, les deux villes ont connu une croissance urbaine très forte et ont dépassé l'une et l'autre les 900 000, voire 1 million d'habitants. Avec évidemment des quartiers qui sont souvent, je mets les mannequins ou qui sont des avertissements aux voleurs, des quartiers qui croissent assez rapidement, avec une faible présence de l'État à pas mal de niveaux. Voilà. Bon, alors juste, donc cette carte que j'avais faite à l'époque, en m'inspirant d'un travail d'un géographe d'ailleurs, d'Hubert Mazurek, qui est en poste là-bas, en fait, si vous voulez, La Paz, c'est tout ce qu'il y a à droite de la carte, grosso modo. Ça, c'est vraiment la carte de l'Alto. Et vous voyez la structuration de la ville avec ce qui est le plus foncé, c'est les vieux quartiers historiques, très petits, où il y a le D6, c'est le marché, c'est le district 6, mais c'est le marché de la 16 de Julio, qui est très connu. L'aéroport qui trône en plein milieu, l'ancienne voie ferrée, on pourrait la dessiner, et les voies de transport qui vont vers le lac, Copacabana, vers Lara, une autre partie d'Altiplano, vers Viacha et le Chili, et vers Oruro et les zones de l'Altiplano. Alors, il est important cette carte parce que voilà, le développement de la ville, il y a une histoire qui va fortement impacter l'étalement urbain et les formes d'habitat observables. Alors, un autre point qui est important, me semble-t-il, pour essayer de comprendre ça, c'est voilà, ça a été d'ailleurs formulé par à l'époque Jean-Pierre Lavaux, qui avait des positions que je ne partageais pas forcément sur l'ethnisation des populations boliviennes. Mais qui avait écrit, voilà, El Alto n'est pas une banlieue misérable, c'est une ville, malgré les apparences, il y a des maisons en adobe, il y a une sorte de désorganisation perpétuelle, mais c'est un peu le piège dans lequel tombent la plupart du reste des anthropologues ou chercheurs, je sais pas, états-uniens par exemple, ils débarquent là-dedans et c'est voilà, c'est vraiment le truc exotique où on découvre une sorte de pauvreté un peu absolue, mais des formes d'organisation, puisque ces gens-là, voilà, c'est comme ce que dit Marshall Saline sur l'indigénisation de la modernité, auraient en eux quelque chose de rebelle, etc. Ce qui ne veut pas dire que si ce n'est pas non plus une banlieue misérable, si on se fie à plein d'indicateurs de flux économiques, d'activités commerciales, d'entreprises familiales, etc., c'est une ville malgré tout très ségrégée et très inégalitaire. Donc au-delà des images, hein, des quartiers et des formes d'étalement urbain que l'on dénote avec ces habitats très peu denses. Ici, c'est une photo qui date à peu près de 2004, je pense, à l'époque. Vous voyez, où on voit un des districts périphériques et la façon dont ça se développe, de façon très classique, hein, par ailleurs. J'ai retrouvé ça ensuite dans les livres de Françoise Dureau, je crois, Géographie de l'Amérique latine. Voilà, des formes d'étalement qui se produisent de façon très peu dense. Voilà. Et l'apparition en même temps, voilà, dans d'autres quartiers, comment dire, d'autres formes d'habitat. Maintenant, c'est un peu à la mode. Il y a une exposition, c'est la Fondation Cartier qui a fait quelque chose sur les cholettes, mais à l'époque, ça s'appelait les chalettes, avant le jeu de mots sur les populations de cholo, et des formes d'habitat un peu plus denses quand on se rapproche du centre-ville et des quartiers historiquement plus implantés. Alors, rapidement, puisque voilà, j'arrive au bout de mon temps, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup à comprendre ce qui se passait un petit peu là-dessus et de dépasser la mythologie de la Villa Aymara en rebelle et de voir que maintenant c'est beaucoup plus un produit finalement du capitalisme dérégulé et de l'économie informelle, dont du reste ces chalets ne sont absolument pas une expression de l'indignité, hein, c'est comme le truc comment il s'appelle, l'anthropologue sur les chalets basques, Jean Bazin sur les chalets basques, c'est pas la basquité qui est là-dedans, c'est beaucoup d'autres choses, des rapports sociaux que l'on doit analyser. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à ça? Justement, finalement, c'est un mélange d'analyse statistique, d'ethnographie, de compréhension de ce que j'avais sous les yeux,
Je pense que la rupture statistique est importante à ce niveau-là. Alors évidemment, si vous avez les 3 anneaux et la répartition historique de la ville, vous compilez ça avec la densité de population. Ben, vous voyez, effectivement, dans les quartiers les plus vieux, c'est là où il y a le plus de densité, avec des immeubles à 3-4 étages. Et plus on va vers l'extérieur, plus on a des immeubles à la fois séparés les uns des autres, plus bas, jusqu'à des maisons individuelles, dont des maisons en adobe. Voilà, qui à première vue sont un indicateur extrême de pauvreté, puisque c'est des gens qui s'installent là, construisent eux-mêmes les briques, et ensuite font une première maison, l'implantent, et vont y habiter au bout d'un moment. Donc une sorte de déterminisme socio-spatial qui serait relativement implacable à première vue. Voilà, je travaillais sur les inégalités d'accès à l'eau, et j'avais le pourcentage de logements, de logements qui ont accès au réseau d'eau potable, et qui suivait à peu près cette structuration de l'espace urbain, à la fois historique et spatial. Mais quelque part, petit à petit, voilà, bon, des pourcentages de population active qui sont parfois pas tout à fait révélateurs, notamment les taches sombres sur le côté, puisque comme c'est des quartiers très peu denses, où il y a des formes d'implantation industrielle parfois, voilà, ça pouvait un peu rompre ça. Mais ce qui était plus important, ce qui m'a interpellé, et en liaison avec un travail ethnographique que je faisais dans des aires très périphériques, bon, là, effectivement, les populations actives, les plus aux travaux les moins valorisées, vivaient beaucoup plus à l'extérieur. Hein, comment s'appelle, pas les fabriles, mais les maçons, en espagnol, comme on dit. Bon, ça me reviendra. Voilà. Bon, évidemment, toujours dans le même déterminisme socio-spatial, apparent, le pourcentage de logements avec une seule pièce qui apparaissait effectivement dans les zones les plus reculées d'Al-Alto. Albaniles, pardon, hein, c'est le mot que je cherchais, voilà, les albaniles. Évidemment, le pourcentage de logements en adobe qui était plus important ici. Et donc, voilà, il y avait à première vue tous les arguments pour dire, ben voilà, l'Alto, c'est là où arrivent les gens de l'altiplano, c'est là où ils s'implantent comme ils peuvent, comme ils auraient fait dans leur communauté, avec des maisons en adobe qui construisent par leurs moyens, ils n'ont pas de revenus, il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'accès à l'électricité, il n'y a accès à rien, et des formes d'habitat très rudimentaires et mal équipées. Et puis en même temps, petit à petit, j'ai découvert d'autres données, en explorant un peu le recensement, notamment le pourcentage de familles propriétaires de leur logement, qui était plus important dans ces zones, périphériques, j'allais dire presque périurbaines, enfin à la périphérie de la ville, dans les zones qui étaient en expansion le long des axes de communication. Et ça a résonné petit à petit, ça a commencé à résonner avec des choses que je voyais dans les quartiers où j'enquêtais. Hein. Je faisais mon ethnographie comme tout bon chercheur qui débarque quelque part, où il ne se passait pas grand-chose, mais j'essayais de comprendre un peu ce qui se jouait. Et du coup, ce nombre de familles propriétaires m'intriguait. Et on voyait aussi que c'était beaucoup plus des familles qui avaient un emploi quelque part ailleurs dans la ville. Donc j'ai diffusé des questionnaires, je n'ai pas donné d'image de ça, mais avec des stagiaires de Sciences Po qui étaient en Bolivie à l'époque, on a passé quelque part quelque chose comme 500 questionnaires dans ces quartiers périphériques, donc dans toutes les parties, vous voyez, tout en haut, aux extrémités, et pour découvrir en fait que les gens qui vivaient dans ces aires-là n'étaient pas du tout des gens issus de la migration rurale, mais des produits d'une sorte de migration intra-urbaine. C'est-à-dire que la population d'Al-Alto, telle qu'on la voyait comme la Villa Aymara, correspondait beaucoup plus à des formes de migration interne à la ville. Conclusion de tout ça, c'était dire du coup, derrière ce qu'on va percevoir comme de l'étalement urbain, il faut replacer des rapports sociaux. Et qu'est-ce qui était le cœur de ces rapports sociaux, on va dire ici, c'était des stratégies d'accès à la propriété. Avec quand on faisait les entretiens et les questionnaires, la découverte que finalement, y compris si dans la moyenne que nous on établissait sur les questionnaires, la moyenne d'accès d'un quartier qui se construisait petit à petit, il y avait 2 ans pour accéder à l'électricité et 5 à 7 ans pour accéder à l'eau. On a découvert que ce n'était pas un obstacle et qu'on acceptait y compris de s'installer dans ces quartiers-là, payer le prix pour devenir propriétaire d'un espace qui allait s'agrandir. Et j'aurais dû mettre des photos j'ai la photo de 2004 que je vous ai montré. Maintenant, le quartier est consolidé de façon très classique. Et la plupart des maisons elles-mêmes sont entourées maintenant
pas de barrière, mais de murs, et on comporte plusieurs pièces. Et du coup, ce qui était perçu, y compris à l'époque, comme un indicateur de pauvreté extrême, c'est-à-dire le pourcentage de maisons en adobe, était finalement un moment dans une trajectoire, dans une stratégie familiale, non seulement d'accès à la pauvreté, mais de stratégie de reproduction, et que finalement les gens y développaient des comportements, des conduites et dans l'ensemble des styles de vie tout à fait conformes à ce que l'on pourrait attendre dans d'autres zones de la ville. Alors, je n'ai pas le temps d'exposer la typologie, puis c'est pas très lisible, sur ce qu'on a tiré de l'analyse statistique du questionnaire, de ces questionnaires qui étaient quand même relativement robustes. Mais grosso modo, c'était juste quelques images pour retrouver un peu la dimension ensuite ethnographique derrière tous ces tableaux et cette cartographie que j'avais repris au géographe. Et de voir que dans les rapports sociaux qui s'installaient, et y compris dans les formes de non-accès, il y avait ce désir, oui, les alacitas, c'est ce qu'on décide en début d'année, on achète des maisons, on achète parce que c'est le désir d'accéder à quelque chose à soi, quelque chose en propre, et des formes ensuite de vie sociale qui sont tout à fait, on va dire, normalisées, et pas du tout le produit d'une sociabilité aymara rebelle. Ce qui aide beaucoup à comprendre pourquoi, y compris l'effet des politiques d'Evo Morales, y compris dans leur côté positif de redistribution, qui sont parfois contestés, mais qui ont malgré tout quelques effets tangibles, produisent finalement sans le ciment d'un abandon du soutien au gouvernement petit à petit, non pas parce qu'il a fait les choses bien, mais parce qu'il développe d'autres aspirations que les politiques menées ne peuvent plus remplir, puisque elles ont pour objectif désormais de rester au pouvoir et non de développer une intégration de ces populations à des formes de rapports sociaux inspirés par un certain nombre de modèles à la fois nationaux, internationaux, occidentaux, entre guillemets. Voilà, je m'arrête ici, et sur cette image d'école, je trouve que le symbole en même temps est intéressant, voilà, pour voir dans ces périphéries ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a derrière des formes spatiales d'étalement urbain, quel type de stratégie familiale de reproduction et d'accès à des styles de vie différents peuvent se loger ici. Merci.